Bon, eh bien, on va démarrer. Bonjour à tous. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui pour cette masterclass qui s'appelle Circuit court mode d'emploi Made in 95, hashtag Made in 95, qui est notre club d'entreprise au niveau de la CCI 95. Et aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir deux passionnés. Une chef d'entreprise, Émilie Ivandekix. Sachez que c'est important de mettre une chef d'entreprise à l'honneur, parce qu'il n'y a que 36% des femmes en France qui sont chefs d'entreprise. Donc voilà, et 40% d'entre elles, des entreprises individuelles, sont dirigées par des femmes. Donc voilà. Donc je suis très heureux d'accueillir Émilie Ivandekix qui nous parlera de son parcours singulier et surtout de la dynamique qu'elle a. Et puis également Sergio Pastoressa, une affaire de famille, une belle affaire de famille, aussi un passionné et qui a mis en place des choses assez étonnantes au sein de son restaurant. On se dit c'est pas possible à faire, lui il est réussi. Donc l'intérêt de ce genre de masterclass, c'est de montrer des parcours singuliers et de donner à chacun des astuces ou tout au moins des exemples qui fonctionnent, des bonnes pratiques. Donc les masterclass sont des profils notamment en transition écologique. Je vais te demander si ça ira de passer la slide d'après, si c'est possible. Moi, ça se passe de mon côté, tu vois pas? Non, tu vois pas, non. C'est sur quel slide? Pardon? C'est sur quel slide, là? Vous voyez quel slide? Là, on est sur les intervenants. Et on les intervenants, on est sur la... on va reprendre l'écran. Voilà, je pense que c'est... On peut l'avoir en plein écran? C'est bon, là? Oui, là, je suis sur... Ouais, tout à fait. Je ne sais pas si vous voyez tout bien. Alors, masterclass transition écologique, donc c'est échanger entre les entreprises sur les bonnes pratiques, c'est ce que je vous traduisais. C'est se nourrir d'exemples, d'idées qui fonctionnent, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Et puis, c'est essayer de monter en compétence sur un sujet lié au développement durable. Alors, c'est humble, monter en compétence, c'est-à-dire trouver des astuces, mais aussi découvrir dans l'univers qui est quand même assez complexe aujourd'hui, différentes voies possibles. Et puis bénéficier de conseils d'experts. Donc en l'occurrence aujourd'hui, Sergio comme Émilie sont nos deux experts. Et puis partager aussi leur expérience, bien évidemment. Et cette participation aux ateliers collaboratifs est gratuite, bien évidemment. C'est sous le format d'une heure et demie. Et les prochaines masterclass que nous aurons seront sur l'emploi de recyclage avec des gens de renom, une marque assez importante française de téléphonie, et puis au 6 octobre aussi avec un fournisseur d'énergie assez important. Pour vous donner un ordre d'idée, la dernière masterclass qu'on a organisée était le 10 mars. On l'a fait aussi en direct, puisqu'on fait aussi du live en direct sur une radio locale, et c'était sur le photovoltaïque, et on a eu un grand succès puisqu'on a eu plus de 500 éditeurs avec beaucoup de questions. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pour traduire justement cette nourriture à échanger, c'est qu'il y a eu plus de 39 minutes, puisqu'on a pu sonder les choses, il y a eu plus de 39 minutes d'écoute permanente sur plus d'une heure et demie d'émission. Voilà concernant les masterclass de la Chambre. Donc on vous posera une question en fin de séance sur les sujets que vous aimeriez aborder, excusez-moi. Mais tout concerne la transition écologique, ça va aussi sur les mobilités douces, on a différents sujets. Alors, notre sujet d'aujourd'hui qui nous intéresse, ce sont les circuits courts. Ça ira, si tu peux passer la slide d'après. Ça passe toujours pas. Il y a un problème. Je pense que c'est en décalé parce que moi j'ai déjà la slide de circuit. D'accord, ok. Écran. Ouais, non, il va falloir qu'on anticipe. Je sais pas, est-ce que vous voyez la slide 4, tout le monde? Oui, sur la 3.
Ouais. Il y a un problème de débile. Faut que tu relances le truc. Ouais. Désolé. Voilà, c'est bon. Ouais. Alors, on vous a mis la définition du circuit court du ministère de l'Agriculture sur l'alimentation. Comme quoi le circuit court est un mode de commercialisation de produits agricoles qui s'exerce par la vente ou directe du producteur au consommateur ou par la vente indirecte à condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire. Et la notion de circuit court aussi est valorisée pour un mode de vente limitant le nombre d'intermédiaires. Donc voilà la définition du circuit court. C'était simplement pour faire un petit point là-dessus, mais vous devez maîtriser parfaitement cette notion-là. Quels sont les différents modes de circuit court? Donc c'est de la vente directe ou de la vente indirecte, c'est la slide d'après. C'est mise des prix des produits aux producteurs, aux consommateurs. Et puis la vente avec un intermédiaire, ça peut être un commerçant, un restaurateur, un artisan, un transformateur. On a vraiment du souci. Ils ont coupé les fils à la CCI. Ouais, je sais pas, on n'a pas payé l'électricité, je sais pas, mais il y a un problème. Ou alors c'est les Russes, ce sont les Russes. Ils sont en train de nous couper les. C'est mieux si je reste comme ça et je mets pas en pleine expression. Ouais, c'est comme ça, là c'est bien, on est à la slide 6, j'y suis, on a passé la 5. Donc les différents modes de vente dans cycle court sont aussi des points de vente collectifs, parce que ça peut être des regroupements de producteurs agricoles locaux sur un point de vente défini, un point de vente collectif, et puis ça peut être aussi sous forme d'associations qui sont alors c'est le côté vendeur d'un côté et le côté acheteur de l'autre côté, par une démarche en groupe de consommateurs ou bien un producteur. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que, et vous le savez tous, bien évidemment, c'est que on a derrière l'acte d'achat, il y a des responsabilités de plus en plus importantes qu'a pris le consommateur. Il s'est approprié. On est passé du consommateur au consommateur, ça tout le monde le sait, mais on est aujourd'hui déjà au consommateur responsable. C'est-à-dire que le consommateur n'achète plus de manière inconsciente. Il fait preuve d'engagement lors de ses achats. Il a un intérêt pour les produits dont il reconnaît la qualité durable et équitable. Et puis il s'interroge sur les conséquences de ses achats sur l'environnement aussi. Donc sur les effets néfastes que ça peut causer, sur la surconsommation. Donc voilà, il est vigilant à plein de critères et il peut choisir aussi. Et il choisit des produits peu transformés, mais il choisit aussi également des produits locaux respectueux de l'environnement. Donc il y a plusieurs études qui traduisent cet esprit-là. Donc aujourd'hui, les circuits courts sont plébiscités par les consommateurs depuis la pandémie. Alors effectivement, il y a eu un effet de pandémie qui a fait que ça a été un accélérateur et c'est pas discutable. Aujourd'hui, la question est de savoir est-ce que ça va durer dans le temps et est-ce que le consommateur qui est devenu responsable va continuer à consommer de la même manière. Alors forcément, il y a eu un effet bulle du Covid, mais on a des tendances de fond qui se confirment. Donc aujourd'hui, les circuits courts, c'est l'origine du produit n'est seulement que le 4e critère de choix, mais avant c'était c'est même pas dans les critères de choix. En revanche, 70% des Français préfèrent manger local. C'est quand même un chiffre très important. Et ils sont prêts à soutenir aussi cet effet nation des agriculteurs parce qu'ils sont tous concernés, ils en voient tous les jours, ils ont dans leur famille, etc. Donc en fait, aujourd'hui, le consommateur responsable, c'est parce qu'il est aussi confronté à divers univers autour de lui. Et je parle par exemple de sa famille, de ses voisins, etc. Tout le monde échange. Donc c'était un épiphénomène. On aurait pu penser que c'était un épiphénomène durant le Covid parce qu'il y avait peu de moyens de se transporter, etc. Aujourd'hui, effectivement, il y a la crise pétrolière, donc il y a la crise de la consommation aussi due au déplacement, mais les réflexes sont là, les gens sont prêts à faire, donc il y a peut-être un moyen, et c'est ce qu'on verra, d'aller plus vers le consommateur que de le subir et de l'attendre.
Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, c'est une enquête qui a été faite par une chaîne de distribution. Quel type de denrées les Français achètent en circuit court au moins une fois écoulée dans l'année écoulée? C'est principalement des légumes, c'est aussi des fruits. Donc ça, c'est les deux plus grands produits consommés. Mais c'est également aussi des produits laitiers, de la viande, des œufs. Donc il y a quand même une diversité sur les achats. Alors ça peut être des achats de première nécessité, hein, on se le cache pas, mais c'est important d'avoir aussi cette vision de la consommation. Alors sans vous, pourquoi les circuits courts participent à une économie éco-responsable? Est-ce que vous avez une ou deux réponses à ce genre de questions? Alors, on va vous le dire, l'éco-responsabilité, c'est des emballages réduits, bien évidemment, des produits au juste prix, ça c'est important, valoriser les produits locaux de saison et de qualité, ça favorise l'agriculture biologique ou raisonnée, et puis réduire le transport des marchandises, c'est le leitmotiv effectivement du circuit court. L'intérêt, c'est effectivement d'essayer de consommer le plus proche de chez soi. C'est pas toujours facile, bien évidemment, mais il y a une manière de faire, et dans tout état de cause, ça se développe de plus en plus, et il y a de plus en plus de producteurs. Et on est dans une région du Val d'Oise qui a cette chance-là. Donc je vais laisser la parole à Émilie Ivandekix, qui va nous parler de son parcours et qui va présenter donc ce qu'elle a fait, pourquoi elle l'a fait, comment elle l'a fait et quel est son avenir. Alors ça ira, elle va mettre le power aussi. Comment tu vois, j'ai plus de fibres? Je sais pas. Si, ça marche. Si ça ne me perturbe pas trop. Non, ça va. Bon, alors tout simplement, la Fourmilière 95 a démarré à partir de 2019. Et on va passer à la slide suivante. Ah, voilà. Et avant de vous parler de moi et de l'entreprise, il est important de le rappeler, comme l'a présenté Christophe, il y a des chiffres très importants. Un Français sur deux estime ne plus savoir ce qu'il mange actuellement, et donc ça, je pense qu'il y a une prise de conscience là-dessus. Les gens font de plus en plus attention, on le voit bien avec les étiquettes vous savez, je ne me souviens plus du nom, hein, de toutes les couleurs sur les différents articles. Je pense qu'il y a une sensibilisation à savoir ce qu'ils mangent et à toutes les choses qui a pu se dire sur les de tous nos aliments industriels. Après, 69% des gens, et on le voit bien, il y a une envie réelle de manger local, pas forcément bio, mais manger local et culture raisonnée. Et aujourd'hui, 80% des Français ont envie de repartir sur des sources essentielles. On voit bien, il y a une nouvelle demande sur des produits qui ne se faisaient plus, comme certains vieilles racines qui réapparaissent, et les gens retournent comme au monde de nos grands-mères ou de nos grands-pères quand ils faisaient à manger avec nos souvenirs d'enfance. Donc, il est important de revenir sur nos vieux légumes et de retrouver une ressource. Donc, on se rend bien compte qu'il y a un vrai besoin par la nourriture de retrouver à la fois des souvenirs et donc faire travailler nos agriculteurs locaux. Alors, le projet en lui-même, la Fourmilière, donc comme je vous le disais, il était créé en 2019. Donc, tout simplement, j'ai pris 3 ingrédients. 3 ingrédients, les voici. Le Val d'Oise, nos agriculteurs et nos producteurs, et des fourmis pas comme les autres. Alors, j'ai pris un shaker, j'ai tout mélangé et il en est donné la Fourmilière 95. Tout simplement, avec un constat tout simple. Le constat simple est de dire, on a un département avec énormément de choses et les gens ne savent pas ce qu'on cultive sur notre territoire, qu'ils cultivent et que les gens travaillent la terre. Il y a des fourmis pas comme les autres, c'est-à-dire des gens qui sont engagés sur le développement durable, qui ont envie, comme Sergio, tout à l'heure, qui prendra la parole, ils sont sensibles, qui vont faire passer par travers leur métier et leur savoir-faire des valeurs et de nouvelles, un retour aux sources.
Et des fourmis pas comme les autres chez moi, c'est des personnes qui sont différentes de nous, mais qui ont tout le potentiel pour transmettre et travailler. Et donc, c'est pour ça que nous sommes en économie sociale et solidaire, puisqu'on a des piliers qui est le développement durable, de valoriser notre agriculture, mais aussi de faire travailler des personnes différentes en situation de handicap. Dernièrement, nous avons été donc agréés ESUS et on a valorisé donc l'agriculture locale, mais aussi le vrac. Et donc nous, on est, comme vous pouvez le constater derrière moi, ça permet de proposer des cagettes et les gens choisissent sur le site internet ou en magasin, mais on a très 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 peu d'emballage. On a toujours nos petits sacs papier recyclables, mais on incite les gens à prendre des tissus, à fabriquer eux-mêmes leurs pochons, et ça vient, et on voit bien que les gens se disputent par eux-mêmes, puisque encore hier en magasin ils disaient j'ai oublié les sacs. Voilà, donc on voit bien qu'il y a quand même, ça y est, il y a un début, il y a une sensibilité sur l'emballage. Mon parcours, comme l'a dit Christophe, un peu atypique. 10 ans commercial sur le département, sur ma ville d'origine de Daumont, donc une connaissance du développement du secteur économique de tout truc. J'étais dans l'imprimerie, dans la communication. Après, la politique m'a happée à l'âge de 18 ans. Donc, après un parcours de 23 ans, j'ai raccroché cette partie-là, mais avec une connaissance du territoire, des élus, de tout ce qu'on pouvait avoir, donc une super connaissance du territoire. Et donc là, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et au vu de mon engagement, que je suis hyper active, pour ceux qui me connaissent, je m'engage sur des choses qui ont des valeurs. Donc là, sur le développement durable, l'agriculture, promouvoir mon territoire, promouvoir mon département, et engager sur d'autres secteurs comme les violences conjugales, où depuis peu, suite à ma décoration de l'Ordre national du mérite, j'aide les jeunes défavorisés à avoir un parcours, et la fondation permet de payer toute la scolarité totale des jeunes qu'on marraine pour moi jusqu'à la fin, qu'ils trouvent un job. Donc voilà, avec des convictions, on fait de belles choses, et on met des petites graines un peu partout pour sensibiliser nos jeunes. Alors aujourd'hui, la Fourmilière, on a commencé de 2019 à 2020 un site internet dans mon sous-sol, style Apple. J'étais envahie, comme là vous le voyez chez moi, il y en avait partout, dans le jardin, voilà. J'ai commencé, et puis après j'ai répondu à un appel à projet de la ville de Gonesse qui voulait créer un premier magasin en circuit court. Donc nous avons un magasin qui devait ouvrir en avril 2020, mais qui a ouvert en septembre 2020 suite au Covid. Et depuis peu, une deuxième boutique a ouvert à Écouen, et donc depuis novembre 2021. À chaque fois, les boutiques sont différentes, parce que j'ai toujours monté le projet sur un lieu de vie et un lieu de rencontre. Donc sur celui de Gonesse, vous avez une boutique, on va dire, tout à fait simple, mais vous avez un espace coworking et cooking. Parce que je me suis dit, et on le voyait bien aux gens, les gens ne savent pas cuisiner. Prenons la blette. La blette, tout le monde dit oui, j'en ai mangé quand j'étais petite, mais ne savent pas la cuisiner. Donc l'idée de la cuisine était de dire aux gens, venez, samedi, il y a un chef qui va venir cuisiner et va vous apprendre comment cuisiner une blette. Et au final, maintenant, les gens achètent de la blette parce qu'ils savent cuisiner la blette. Donc toujours un lien, et donc j'ai voulu rendre ce lieu un lieu humain, social. Et aujourd'hui, avec le Covid, je peux vous assurer que les ateliers sont pleins, que ce soit des enfants à la pâtisserie jusqu'aux adultes sur notre masterclass cuisine. Donc voilà, il y a plein de choses à faire, et je pense que ça, c'est important sur la sensibilisation de nos légumes. Et surtout, on prend le temps. C'est une expérience, on m'a dit, c'est une expérience de venir chez nous, parce que le temps s'arrêtait pour pouvoir découvrir les produits que nous avons sur notre département et en Île-de-France. On a 80% de nos produits qui sont issus de l'Île-de-France et du département. Alors, donc comme je vous le disais au début, j'ai commencé, mais je me suis dit, je ne vais pas être toute seule, et donc j'ai des fourmis formidables qui sont des personnes engagées sur tout le territoire. Et donc, comme vous pouvez le voir sur la carte, c'est des gens qui offrent 2 heures de leur temps chaque semaine, d'ouvrir leur maison pour venir chercher pour permettre aux Franciliens, aux Valdoisiens, de venir chercher leur panier chez eux. Donc elles offrent 2 jours, 2 heures par semaine,
Donc, on a plus de 20 points de distribution pour permettre de couvrir l'ensemble du département. C'était pas simplement m'aider-moi, mais certaines personnes étaient éloignées, n'avaient pas de lien social, et certaines ont trouvé du travail grâce aux personnes qui venaient chercher leur panier. D'autres personnes en situation de handicap qui accueillaient les paniers permettaient d'avoir un lien social et de pouvoir sortir. Et maintenant, cette reine en question, elle a arrêté parce qu'elle a trop d'occupation maintenant. Elle ne peut plus accueillir les paniers. Vous voyez, donc, il y avait toujours un lien social et un lien vers l'autre, toujours à travers nos légumes. Et donc, finalement, c'est les paniers du bonheur parce que certains découvrent ce que nous proposons, mais aussi, ça fait du lien social. Il y a des apéros qui s'organisent. Il y a plein de choses qui s'organisent autour de ces fameux paniers et de ces points de distribution. Donc, c'est ça qui est génial. Il y a aussi des entreprises. Il y a plein de monde, des personnes engagées qui souhaitent devenir. Donc, moi, je les ai appelées les reines pour permettre de distribuer au plus largement possible sur le territoire les produits du Val d'Oise. Alors, comme vous l'avez compris, acheter un panier dans la Fourmilière, il n'y a pas d'abonnement. Donc, c'est vraiment une volonté de faire, une volonté d'envie, une envie de faire plutôt. Mais derrière, c'est un engagement auprès de nos agriculteurs qui m'engueulent souvent parce que j'ai pas assez de volume. Mais voilà, c'est un engagement auprès d'abord de nos agriculteurs. Après, c'est un engagement auprès de la Fourmilière parce qu'on emploie des personnes en situation de handicap ou éloignées de l'emploi. Donc voilà, et donc c'est un vrai engagement social, mais pas que, et aussi sur le développement durable par rapport à la consommation, puisqu'on est en vrac. Donc on va livrer par exemple les petites graines de courge avec d'autres graines de sésame dedans. On va les livrer en bocal. On va récupérer le bocal qui va être consigné une première fois, qu'on va laver, qui me permet d'embaucher ou de faire travailler des ESAT pour pouvoir laver les bocaux. Et derrière, voilà, les gens achètent ce qu'ils consomment simplement. Donc c'est une vraie politique, une vraie envie aussi de dynamiser certains centres-villes comme la ville d'Écouen ou la ville de Gonesse l'ont fait. Et donc ça, pour moi, je pense que vous le ressentez, mais c'est très très important d'essayer de lier ces trois piliers qui permet de consommer aujourd'hui autrement, sensibiliser à l'autonomie, à notre autonomie alimentaire, de rémunérer les agriculteurs au juste prix parce que je négocie rien pour l'instant en tout cas par rapport au volume. Voilà, je négocie rien et ça nous permet de montrer tout ce que nous pouvons avoir avec une variété parce que nos agriculteurs arrivent quand même à s'organiser pour pas faire tous la même chose, sauf l'année dernière sur la patate douce. Tout le monde s'est lancé sur la patate douce. Cette année, il n'y a plus personne, mais bon, c'est pas grave. Voilà, mais en tout cas, voilà, ils essayent chacun d'avoir un peu des niches pour qu'on puisse avoir une variété complète sur ce qu'on peut proposer au sein de notre territoire. Alors, avant de passer aux perspectives 2023, il y a quelque chose, il y a quelque chose à dire de très important, et je suis sûre que j'aurai de la question, et je devance la question. Il n'a pas été facile, vraiment, de rentrer chez certains agriculteurs et certains producteurs. C'est très compliqué. Imaginez-vous une jeune femme arrive avec son camion qui démarche, je me suis fait envoyer balader plusieurs fois, j'ai tenu bon et tout, et maintenant certains m'ont donné des surnoms, je suis la petite qui vient chercher ses légumes. Il y en a avec des anecdotes qui m'ont laissé m'enliser avec le camion, qui m'ont même pas aidé à sortir mon camion, je l'ai sorti toute seule, et donc à force, je pense que j'ai gagné dans leur confiance. Ils ont dit celle-ci elle veut se battre, hein. Donc voilà, et donc aujourd'hui certains m'appellent pour me dire bon alors on fait quoi l'année prochaine, qu'est-ce que je plante, voilà. Donc il y a un vrai lien, et je pense que le défi est pratiquement réalisé. Maintenant il faut une bonne continuité, mais c'était très important de garder cette confiance vis-à-vis d'eux, parce que je pense que beaucoup de personnes les sollicitent, mais derrière il n'y a pas un projet sur du long terme. Aujourd'hui on est sur 3 ans, et ça c'était important de gagner leur confiance, en tout cas pour moi, et de travailler en toute confiance et en toute honnêteté pour que tout le monde soit un ticket gagnant-gagnant. Les perspectives, comme vous pouvez ressentir, c'est que on est dans un engouement complet sur le local, ce qui est, j'en suis ravie, mais aujourd'hui le local a un prix. Et je pense qu'on n'a plus la valeur. Il faut absolument qu'on arrive à faire sensibiliser les gens qu'il y a une vraie valeur.
quand on voit que on a en moyenne entre 2,30 € et 2,50 € le prix du kilo de pommes aujourd'hui, les gens disent c'est un peu cher, mais aujourd'hui faut pas oublier qu'ils ont connu du gel l'année dernière, qu'ils ont connu la semaine dernière 3 jours de gel qui va se révéler apparemment pas très sympathique pour eux et pour la collecte de l'automne prochain. Et ça, je pense que il y a un vrai travail, nous tous, en circuit court, de sensibiliser au juste prix et de ne pas payer 1 € ou voire moins de ce que j'ai pu voir dans le coin, qui vient d'ailleurs, alors qu'on est quand même un département très connu pour les pommes, les poires et nos fruits de saison en tout cas. Donc ça, c'est très important de resensibiliser les gens au juste prix et du goût, et au goût. Excusez-moi, Émilie, je voudrais intervenir, si je peux me permettre. Est-ce qu'il n'y aurait pas une manière de communiquer autour du produit, puisque avant tout, on vend des produits, et je m'adresse à Sergio Pastoressa aussi peut-être dans cette réflexion, mais si quelqu'un veut intervenir, au contraire, avec plaisir, ça peut être la même chose pour Ellie. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt peut-être à communiquer autour du produit pour dire, voilà, c'est un acte, bien sûr, solidaire, là vous l'exprimez dans le cadre de votre entreprise, mais c'est aussi un acte solidaire pour protéger nos produits. La communication se fait régulièrement sur les différentes antennes en disant les viticulteurs, etc., voilà ce qui se passe, voilà comment ça se passe. Mais acheter local, c'est aider le producteur d'à côté qui va pérenniser son entreprise. Donc c'est cet axe solidaire dans cet esprit-là qu'il faut. Alors cette année, on paiera peut-être les pommes de 2,50 €, mais la prochaine, vous les paierez peut-être 2,10 €. Vous voyez, d'un acte d'achat plutôt long. Mais il y a aussi un juste prix. Il y a toujours, je pense, voilà, les pommes. C'est le nerf de la guerre, oui. Oui, c'est le nerf de la guerre. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des hommes, les pommes se ramassent, en tout cas pour ceux qui travaillent à la main. Voilà, donc il y a un moment, il y a de l'homme. Il faut rappeler la valeur travail. Et la valeur travail, ça se traduit par le prix de la valeur, le prix au kilo de pommes. Là, je prends l'exemple des pommes, mais il est très marquant. Parce qu'un kilo de pommes, c'est 4 à 5 pommes en fonction du calibrage. Bon, ils sont pas mais les miennes ne sont pas calibrées. Donc voilà, mais c'est important de rappeler la valeur. Et ça, je pense que le local est associé à une valeur chère, mais les gens oublient que y a une autre ferme, par exemple à Gonesse, en conversion bio, ils sont tout seuls, ils sont 2, ils n'ont pas de salariés. Donc ils font tout à la main. Donc c'est pour ça qu'il faut 48 heures pour que je leur dise, mercredi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Voilà. Donc il y a cette valeur, je pense que c'est important, et donc je pense que tu as raison, il faut, je pense, communiquer peut-être autrement. Mais ça, je pense que c'est les corporations qui devraient prendre le relais sur ça que nous, ou faire une communication globale que j'ai piqué dans l'Eure-et-Loire. Là, j'ai fait plein de photos des panneaux. La CCI faisait plein de choses. Donc, je vais balancer dans le réseau. mais voilà, oui, je pense en effet, il faut communiquer autrement. Et pour donc les perspectives, donc tout le monde est intéressé avec le RSE dans certaines entreprises, de différentes manières de consommer, de proposer donc une implantation à Louvre. C'est en cours de. J'ai gagné un appel à projet, j'y croyais pas, je vous rassure, mais en tout cas voilà, maintenant c'est fait. Et une boutique qui sera plus située sur le secteur de la Croix-Verte. Et là, ça serait un restaurant inclusif. Toujours en local et proposer des choses des choses saines, manger simplement avec de bons légumes qui est à moins de 20 km quoi. Voilà pour les perspectives 2023, mais j'ai encore plein d'autres idées, j'ai pas pu tout vous lister. Alors comme vous l'avez compris, c'est la vente directe. Moi je fais avec mon équipe la tournée des fermes, on fait plus de 300 km, on va chercher le pain à Villarceau, limite de Gisors, pour ceux qui connaissent bien leur département, derrière Magny-en-Vexin, on va vers Cergy, on va vers Attinville, on retourne à Gonesse, on va à Villiers-le-Sec, on va à Génicourt pour les pâtés, et on va chercher les moutardes, bien sûr, de Gouzanglaise. Voilà, donc sans oublier les lentilles, bien sûr, on a des lentilles dans le Val d'Oise, et voilà, donc il y a plein de choses, on fait 300 km par semaine pour aller faire la tournée, donc sensibiliser au local, bien sûr, toujours un petit gaspillage avec ce que je vous ai dit, les consignes, on limite un max les emballages, sauf pour les champignons, vous vous doutez bien qu'on met pas en vrac les champignons dans la caisse, voilà, donc c'est des petites choses, mais on recycle, les gens nous renvoient les sachets, donc on recycle. Et bien sûr des projets pédagogiques
avec différents partenaires du département, avec les animaux, avec la sensibilisation au sein des collèges et des écoles pour promouvoir de consommer autrement. Toujours avec. Et je pense que c'est la génération qui arrive qu'il va falloir leur faire et sensibiliser au max pour leur laisser une belle planète dans les années à venir. Voilà. Et comme disait tout à l'heure Christophe, donc entreprendre autrement, c'est un choix, mais aussi une volonté de transmettre un état d'esprit pour notre génération qui arrive. Et ça, je pense que c'est important que cet état d'esprit se véhicule partout et au mieux et avec tout le monde et avec tout ce qu'on peut faire tous ensemble, parce que je pense qu'ensemble, on y arrivera plus facilement en sensibilisant. Par exemple, Métro fait beaucoup d'efforts sur le local aussi, et ça je pense que c'est important que dans tous nos secteurs d'activité, qu'on soit petit ou gros, qu'on puisse sensibiliser au maximum, dire autour de nous il y a des gens qui travaillent la terre et on a de belles choses, et manger local. Voilà, et comme je vous l'ai dit, le réseau, le nôtre aujourd'hui, il est important, mais il y a plein d'autres réseaux à collecter. Sergio connaît bien l'école, je pense, Ferrandi, et donc il y a des jeunes, je ne sais pas s'il a des jeunes dans son établissement, mais en tout cas, voilà, il y a plein de choses. Il y a Thierry Marx qui a lancé une association aussi, via la vidéo, donc j'ai accueilli plein de jeunes qui sont venus filmer mon parcours, d'aller dans les fermes, etc., pour rappeler, et ça je pense que beaucoup de chefs en France essayent vraiment de remettre le champ à l'assiette, et ça c'est très important, et c'est en martelant cette idée, je pense que les gens se rappelleront que autour de nous il y a des gens qui travaillent. Quand on prend la voiture qu'on va à Roissy, il y a des champs et il y a des gens qui y travaillent autour, et ça c'est important de le rappeler, et il faut que ça soit voilà, il faut qu'on marque l'idée. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit, mais j'ai tellement d'idées à la minute qu'il y a tellement de belles choses à faire, et je pense qu'il faut continuer, et voilà, il faut parler, circuit court, et surtout mettre en valeur nos producteurs. Parce que beaucoup, on en a de moins en moins. On en a 3 confirmés l'année dernière, quand même, il faut le savoir. Il y en a 3 confirmés sur le territoire. Et donc ça, je pense que c'est important, et il y a une urgence. Et le projet d'Agoralim sur ce sujet-là est à la fois important, mais il ne faut pas les oublier, parce qu'il y a un vrai travail avec tout le monde pour les préserver, qui continuent à cultiver, parce qu'il faut savoir que les enfants de certains agriculteurs ne reprendront pas la relève sur le territoire, et donc certaines fermes fermeront. On en a eu l'exemple, pas familial, mais 3 l'année dernière pour des raisons économiques dues au Covid. Et donc, c'est très important de préserver notre terroir. Très bien, merci beaucoup, Émilie. Est-ce que vous avez des questions? Élie, peut-être, Célena, oui. Allez-y. Oui, c'est vrai. Je vais reprendre la main. Déjà, un grand merci, Émilie, pour ce partage et pour toutes ces initiatives. Je ne peux que partager ce qui a été dit. Sur le local, c'est une très forte demande déjà des consommateurs finaux, mais aussi de nos clients restaurateurs. Et aujourd'hui, vous parliez des prix. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos clients professionnels, ils raisonnent sur le coût portion. Ils raisonnent vraiment sur ce prix, avec le coefficient à combien je dois le vendre pour que je puisse être rentable et que je puisse rentrer dans mes coûts. Et l'autre aspect aussi qui est très important pour nous, c'est fiabiliser en fait la production pour qu'on puisse l'avoir toute l'année sur la carte de nos restaurateurs. Et ça, c'est vrai que sur nos producteurs locaux, il faut vraiment qu'on puisse s'en assurer avant de pouvoir référencer qui que ce soit. Et aujourd'hui, je vous rejoins parce que on a de plus en plus de producteurs locaux. La force de Métro, en fait, c'est d'être 99 sites ancrés dans des régions, dans des départements différents. Et dès qu'un site Métro a fait le référencement, moi, je peux récupérer également le produit. Donc, ça veut dire que ça peut aller très, très vite. Et il faut vraiment qu'on puisse avoir une visibilité sur les volumes produits. Et donc, voilà, ça demande quand même une certaine démarche administrative qui est conséquente et qu'on essaie de réduire au maximum. Et si je peux me permettre, Élie, comment vous communiquez justement sur... Moi, ce que j'aime bien chez Émilie, c'est cette histoire de fourmi. Parce qu'en fait, on est tous concernés.
Et on a tous, à notre niveau, si on fait tous une action, ça peut faire de grandes choses. Hein. Regardez ce que fait une fourmilière. Donc l'image est voilà, elle n'est pas choisie par hasard. Donc comment on peut, puisque tout le monde quelque part sait ce que c'est un circuit court aujourd'hui, tout le monde l'a évalué pendant la pandémie, mais pendant le Covid, voilà. Mais si vous voulez, je pense qu'il y a un déficit de communication sur ce que traduisait, et c'est un vrai problème pour pouvoir traduire cet essor, parce que 3 producteurs de maraîchers ou autres fermes, alors qu'il y a une demande, il y a quand même un problème, il y a une dichotomie entre les deux. Donc comment on peut appuyer cette communication et c'est peut-être un groupe comme le vôtre ou d'autres qui devraient relayer sur le fait, c'est bien de mettre, je vais le faire différemment, c'est bien de mettre un portrait du producteur du coin dans son magasin, ça c'est pas mal. Mais c'est peut-être aussi, je pense qu'il faut arriver à la pédagogie du consommateur, puisqu'il est devenu responsable et qu'il s'interroge. Est-ce qu'il n'y a pas intérêt à justement lui rendre des choses plus pédagogiques encore en lui disant, quand vous achetez un fromage tel, vous faites travailler effectivement un distributeur, et vous faites travailler le producteur du fromage, mais vous faites travailler aussi celui qui fait le fromage, mais c'est aussi le salarié, ça peut être votre fille ou votre fils. Vous voyez ce que je veux dire, c'est tout un écosystème valorisé. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Déjà, par rapport à la visibilité, ce que fait aujourd'hui, c'est de communiquer à fond sur notre offre locale. Ça passe évidemment par l'expérience client. Sur chacun de nos rayons, on retrouve au moins une tête de gondole et un corner local pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Chez Métro, la définition du local, c'est à moins de 100 km de notre entrepôt. Ensuite, sur nos camions livraison, nous avons des flocages qui sont maintenant disponibles pour justement qu'on puisse communiquer sur nous faisons du local. Et ensuite, en beaucoup plus concret, ce qu'on propose à nos clients, c'est de l'échantillonnage notamment des arguments pour que eux puissent ensuite vendre et se différencier avec cette offre locale à leurs clients, aux consommateurs finaux qui sont très sensibles à ça. Donc on se concentre essentiellement sur le restaurateur indépendant pour qu'il puisse avoir et les éléments, les arguments et qu'il puisse se différencier aussi dans l'assiette avec cette offre locale qui est de plus en plus regardée. Moi, j'attire votre attention, c'est qu'à un moment, quand on a des petits, si on prend ceux du Val d'Oise, on a des petits, si on leur demande de cultiver beaucoup plus, il y en a beaucoup qui cultivent en culture raisonnée ou à l'ancienne, on va dire paysanne. J'ai peur que quand on va leur demander des volumes, malheureusement, que le produit soit moins... Oui, mais excusez-moi, Émilie, c'est l'avantage des circuits de distribution. En petit volume, ils pourront aller, il y aura une singularité à la fourmilière. En production un peu plus évoluée, ils peuvent aller voir d'autres centres de distribution. Tout le monde a son marché, en fait. C'est là l'intérêt de l'offre et de la demande. Je fréquente... Mais Émilie, oui, je fréquente beaucoup Métro Saint-Ouen-l'Aumône pour pas le citer, et le rayon local. Le rayon local n'est pas Val d'Oise en fruits et légumes, je vous confirme. Oui. Il va être Île-de-France sur la partie moutarde, confiture, je les connais par cœur. Moutarde, confiture, etc. Et donc c'est là où c'est dommage parce qu'on a quand même des champs autour de nous. Donc après on verra. Je verrai Élie en tête à tête pour voir ce qu'on peut faire. Mais il y en a certains qu'on a besoin d'aider. Il faut vraiment certains. Je pense qu'on peut trouver des solutions avec certains. Et c'est avec grand plaisir qu'on pourrait échanger ensemble. Moi, j'en ai échangé avec le directeur de Clermont-Ferrand. J'étais allé à Métro Clermont-Ferrand où l'offre locale est juste exceptionnelle. Ouais. Et en fait, ils ont réussi à communiquer avec le syndicat des jeunes agriculteurs. Je vous donne un exemple. Par exemple, si Métro a besoin de 1,5 tonne de pommes de terre par semaine, le syndicat professionnel va en fait consolider auprès des différents producteurs 7,5 tonnes de pommes de terre pour qu'on puisse nous fournir nous. Et aujourd'hui, on a besoin d'organisations comme ça qui sont pas encore mises en place sur l'Île-de-France, hein, il faut se le dire. Et c'est vrai qu'on a une offre francilienne. Ça peut être sur le port. On a un producteur, le port francilien, qui est dans le 77. On a aussi des offres sur la bière. La bière, on a une belle offre locale. Ça peut être aussi sur des fruits et légumes, comme vous le dites, mais c'est plutôt sur les Yvelines avec Frichot. Aujourd'hui, sur le Val d'Oise, notre offre est très pauvre et on pourra en échanger avec grand plaisir justement pour mieux la prendre. Donc ça veut dire que le genre d'initiative qu'on est en train de prendre,
Mais voilà, faut communiquer. C'est une autre manière de communiquer au niveau de la chambre, et c'est d'en parler. Donc là, c'est bien que vous vous retrouviez ensemble justement pour évoquer ces problèmes. Céline, je vous voyais peut-être abdiquer du Oui, chef. Oui, j'ai une petite question. Comment vous, Émilie, ou vous, Élie, vous assurez du juste prix? Comment vous le calculez? Sur quels critères? Quels critères vous prenez pour vous assurer qu'un prix est juste? Je vous laisse commencer, Émilie. Merci, Élie. Question piège, apparemment. Ils sont très Je intelligents. voulais pas. Non, Mais parce c'est qu'on moi. Non, mais Ouais. pour en dire un peu plus, personnellement, dans mon activité, c'est une question qu'on se pose. Moi, j'ai 300 fournisseurs qui sont des producteurs et des artisans, du coup, et qui nous vendent pas des produits bruts, fruits et légumes, mais plutôt on est plutôt sur des produits du terroir, des bières, des pots de confiture. Et en fait, mais on travaille qu'avec des structures de moins de 10 salariés, donc on s'adresse à des petits aussi, des tout petits. Et en fait, y en a qui savent pas fixer un prix. Et aujourd'hui, c'est vraiment notre problème. Sur un pot de confiture de fraises, on peut aller sur les mêmes, un produit similaire, on peut varier du simple au double. Et moi, mon problème, c'est que les artisans, j'ai l'impression qu'ils ont aussi un petit peu besoin de pédagogie sur cette partie. Alors, Élie lui va, à mon avis, j'ai découvert depuis peu, il y a 3 grilles. Il y a 3 grilles de tarifs. Il y a une grille tout public, il y a une grille revendeur et il y a une grille distributeur. Donc, Élie va être plutôt sur la grille distributeur au vu du volume qu'il fait. Et moi, je vais être sur la grille revendeur. Maintenant, les artisans ou les producteurs ou les agriculteurs qui ont des mercuriales, ça veut dire qu'ils sont déjà organisés dans leur prix et qui se mettent par rapport à leur ils ont une source, je ne sais plus le nom. Ils vont regarder un peu le prix du cours comme la bourse. Donc nous, parce qu'on est sur des produits bruts, je pense. Voilà, donc sur les produits bruts, c'est facile d'aller voir si ça va. Et puis après, c'est de la négoce. Et puis après, c'est au volume. Et puis après, c'est à la confiance aussi. Pour que moi j'arrive à être moins cher que des grandes surfaces, donc la preuve que voilà, on y arrive. Maintenant, Élie est sur d'autres volumes, donc voilà, lui il va être au volume, il va être sur la continuité comme il l'a dit, il va assurer un chiffre d'affaires à l'agriculteur ou au producteur, donc ça va être complètement différent par rapport à moi. Et nous là, on se regroupe par rapport à toutes les deux, c'est qu'on a à peu près les mêmes démarches. Et là, il faut que tu regardes par rapport à différents, par exemple, si tu prends la confiture, les confituriers viennent d'avoir une augmentation énorme sur leurs capsules. Voilà, et donc ça c'est dû au Covid et aux matières premières. Donc là actuellement les confitures sont relativement chères en raison de l'emballage, et c'est ça qui est le pire à saisir, et non pas sur le produit brut qu'il y a dedans, pour l'instant en tout cas, hors gel. Donc voilà, donc après il faut que tu te fasses toi. Moi je me fais des grilles en fait, il y a des confituriers avec qui je travaille plus parce que c'est pas possible. Et je pense que Métro a la même démarche à un moment. Non, c'est pas possible, ça veut dire non aussi. Moi, je vais répondre. Ouais, si je peux me permettre, je vous laisse parler, mais pour aller dans le sens de Célina, effectivement, chacun, déjà, vous avez votre part de marché et vos clientèles, c'est légitime. Après, c'est toujours une histoire de négociation, mais je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on se retrouve aussi avec des gens, et vous parliez de pédagogie, on se retrouve avec des gens qui se mettent à faire de la confiture, mais qui n'ont même pas fait de business model. Donc là, ça doit, voilà, si je comprends votre question, c'est celle-là. Donc ça doit dans le rôle que vous avez, vous, effectivement, et Émilie, je la rejoins là-dessus, c'est qu'il faut que vous choisissiez le bon produit, mais le produit qui soit vendable. Et donc ça passe par une notion de prix. Après, je sais pas, moi je pense à une personne qui avait fait une confiture fabuleuse, qui a été une des premières à créer en France, à mettre du kiwi avec un légume, par exemple, dans une confiture. Elle vient de l'île de Ré. Voilà, je sais pas si vous voyez, elle vient de l'île de Ré, elle était la première à faire des... Voilà, ça vous parle, c'est la première à avoir fait des confitures au chaudron. Elle a démarré dans sa cuisine.
Aujourd'hui, elle a 25 personnes, c'est toujours fait à la main. Elle a un marketing, mais tout a été pensé. C'est une véritable chef d'entreprise. Et quand vous allez dans sa boutique, alors qu'elle est productrice directe, mais aujourd'hui et maintenant, vous la retrouvez dans les plus grands hôtels. Donc, elle a développé son... C'est de l'entrepreneuriat. Donc, effectivement, on s'invente pas de confiturier. C'est une entreprise. Donc, c'est là où, en France, on est encore dans... Je vais oser le dire comme ça, mais c'est pas une critique. C'est que le pays découvre l'entrepreneuriat. Depuis que quelques années, tout le monde veut être chef d'entreprise, mais tout le monde ne peut pas être élu chef d'entreprise. Parce que c'est plusieurs au même titre qu'un agriculteur aujourd'hui, s'il n'est pas chef d'entreprise, il ne peut plus être agriculteur. Donc tous les métiers sont devenus complexes, il faut des compétences transverses, et votre rôle, je pense, c'est de choisir le bon produit, une évidence. C'est décortiquer aussi avec eux le prix. Ouais. Voilà, exactement. Il faut savoir éliminer, parce que celui qui fait de la bonne confiture, mais qui la vend 2 fois plus cher que les autres, où il a trouvé une niche et son produit est exceptionnel, et là, ça fait une tête de gondole exceptionnelle, ou ça fait un événement, mais ça ne peut pas faire éventuellement de la durée si le produit n'est pas marketé dans le bon sens des choses. Peut-être, Élie, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter le point de vue distributeur, comme disait Émilie. Déjà, j'en ai pas parlé, mais la grosse priorité pour nous, et on le voit aujourd'hui avec l'actualité, c'est la sécurité alimentaire. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, si j'ai un producteur local de bière qui est venu me voir pour que je puisse référencer son produit, sauf qu'il n'y avait pas d'étiquette sanitaire. Il n'y avait pas non plus de code EAN, le code barre pour qu'on puisse passer en caisse. Et moi, en tant que distributeur, là-dessus, je pourrais pas répondre favorablement, parce qu'il faut que je m'engage sur une certaine traçabilité et une certaine sécurité alimentaire, comme on le voit aujourd'hui avec les Buitoni, avec les Kinder. Il faut qu'on puisse avoir des numéros de lot et qu'on puisse tracer jusqu'au producteur pour pouvoir déceler de possibles dysfonctionnements. Ça, c'est important. Et ensuite, l'avantage d'un grand groupe comme Métro, déjà, pour commencer, c'est que je lui posais la question au producteur, quel est pour lui le juste prix d'achat. Et ensuite, je vais remplir un formulaire très détaillé avec le volume que le fournisseur peut me fournir, des éléments sur la société, et également en termes de positionnement, où est-ce qu'on positionne le produit dans notre offre. Et après, j'aurai une réponse de mes achats, qui eux sont vraiment les experts produits, pour savoir si oui ou non, dans notre offre produit, le produit est cohérent, il est pertinent. Et ça peut m'arriver que le produit soit totalement incohérent. Et dans ce cas-là, soit on revoit notre version, ou soit tout simplement on pourra pas se positionner avec ces prix-là. Mais est-ce que ceux des achats qui sont dans les bureaux sont conscients de la réalité du terrain aussi? Alors, c'est notre avantage aussi de ne pas être non plus une très grosse entreprise, d'être dans la grande distribution. C'est qu'en fait, moi qui ai fait la démarche de référencement, j'aurais bien évidemment le dernier mot à dire. Ils ont un avis consultatif, entre guillemets, et je pourrais toujours, s'il y a cette sécurité alimentaire, valider le produit, si je le trouve cohérent et si j'y crois sur mon tissu local. Mais voilà, je m'aide beaucoup des achats parce que c'est eux qui connaissent le mieux l'offre, qui connaissent le mieux les caractéristiques du produit et les différentes spécificités. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va passer à notre deuxième intervention. J'en avais une petite deuxième, pardon, qui s'adressait plus à Émilie. Comment, donc depuis jusqu'à maintenant, vous êtes fait accompagner? Est-ce que il y a des institutions publiques qui vous ont aidé? Est-ce que le circuit court, de manière globale, est un sujet de la région ou du département? Wow. Et quel type de soutien ils vous ont apporté? Alors, le soutien va venir d'Initiative 95. Et après, il y a eu 2 subventions de la région Île-de-France sur les caisses, sur la mise en place des magasins, de tous les dispositifs que tout le monde peut avoir en tant que TPE et PME. Le département... voilà. Après, non. De moi-même, c'est dur. Était propre au circuit court, était axé circuit court ou pas du tout? Si. Okay.
Mais le problème, c'est que c'est très dur. Il faut, voilà, aujourd'hui, il y a des difficultés. On vient de, alors tout le monde me dit, t'es sorti, parce qu'on n'est pas encore sorti du Covid, mais la pandémie. Mais aujourd'hui, avec, je vois le nombre de partenaires qui ont fermé, entre les savonniers Val d'Oisin, il y en a 2, biscuitiers 2, le volailler d'Auvers, il y a un producteur bio au Tillet. Bon, je suis, comme dit, je suis miraculée, mais c'est vrai que c'est très, 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 très dur. Très, très dur. Et aujourd'hui, c'est sur mes fonds propres. D'accord. Donc, voilà. Merci. De rien. Oui, La réalité, hein, faut le dire. Voilà, Ah oui, on parle de circuit court, mais c'est un long parcours. C'est Voilà. plus national, mais on a qui ont mis la clé sous la porte. Non, mais en plus actuellement, et ça, lui doit le ressentir ou pas, mais on a, alors les restaurateurs, j'ai beaucoup d'appels de restaurateurs. Donc là, il y a des beaux partenariats qui sont en train de se faire. Mais par rapport, par exemple, au collège et au lycée, donc là, on va parler directement département, région. Beaucoup m'ont appelé, on a passé des conventions, mais les prix passent pas. Mais je dis, mais ils pourront pas baisser. Ils pourront pas baisser. Même moi, si je me retire et que je fais le lien, parce que l'objectif, c'est que tout le monde y gagne et que voilà, ça ramène du réseau, ça passe pas. Ils veulent tellement des prix bas que c'est pas possible. Donc, ils n'auront pas. Donc, les enfants dans les collèges et dans les lycées ne mangeront pas local. Ouais, c'est dommage. Moi, départemental. Voilà, après, il y a d'autres initiatives. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France bouge. Moi, je pense à quelqu'un là qui, justement, alimente en tant que chef, parce qu'il était chef restaurateur, mais maintenant, il s'est mis dans la restauration collective. Et son rôle, c'est d'aller chercher les produits locaux, bien placés au niveau prix, etc. Donc, il y a des initiatives. Oui, ça bouge. Non, maintenant, effectivement, c'est des exemples qu'il faut encore mettre en avant, mais je vais oser dire que ça vient ça vient de toutes les petites fourmis que nous sommes, et je pense que c'est à partir de nous qu'on peut faire aussi évoluer le législateur ou les pouvoirs publics. Il y a un autre, c'est un parcours long, mais il y a des choses à faire. Pour faire la transition avec Sergio, pour lui laisser la parole, je pense qu'aujourd'hui, un chef vous dira il vaut mieux un bon aliment avec du goût et que ce soit gustatif pour que le cerveau enregistre et que derrière qu'on ait la satisfaction en fait, que d'avoir de la carotte qui n'a pas de goût et que les gamins vont pas aimer les épinards ou les betteraves ou les carottes parce que ça a toujours baigné dans l'eau, ça n'avait pas de goût. Et voilà, et aujourd'hui, faut tout revoir en fait. C'est vraiment de la pédagogie, il faut tout revoir. Tout à fait. Donc, pour conclure sur cette première partie, voilà, pour faire conclure sur cette première partie et passer la parole à Sergio Pastoressa, c'est qu'en fait, en résumé de votre intervention, Émilie, c'est le faire savoir, le faire savoir, le faire savoir. Le circuit court, c'est un parcours long, d'accord, mais c'est un cercle vertueux. Donc, et c'est ne pas oublier de communiquer sur tous les gens qui sont impliqués dans ce circuit court et de mettre à l'honneur tous les gens qui sont impliqués. Donc, la parole est à Sergio Pastoressa. Avec un micro. Mets ton micro. Ça y est. Ça y est. Ça y est, bonjour à tous. Donc, le premier échange était vraiment top parce qu'on a relevé pas mal de soucis qu'on a pu discuter avec Monsieur Boulet lorsqu'on s'est rencontrés au restaurant. Et je pense qu'il l'a remarqué aussi. C'était assez drôle d'avoir notre version nous côté restaurateur et aussi d'avoir le côté distributeur et puis avec les agriculteurs et tout ça. Donc ouais, on a relevé plusieurs problèmes. Donc si CRA pouvait mettre le slide aussi, ça pourrait m'aider. Oui, je vais projeter. Je vais essayer de mettre en plein écran, mais Christophe, si les slides ne passent pas, tu me le dis et je le remets en normal. Non, mais on va vous écouter, Sergio. Restez concentré sur votre contenu parce qu'il est très bon aussi. Ça marche. Donc oui, cet exercice vraiment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure de masterclass, c'est vraiment top parce que ça permet aussi de prendre du recul sur notre façon de fonctionner, sur des points qui sont aujourd'hui très importants. Donc voilà, je suis chef et gérant de restaurants sur Auvers, donc le Relais des Peintres et le Chemin des Peintres qui sont situés à 50 mètres l'un de l'autre. Et du coup, effectivement, on a voulu
axer notre démarche sur la restauration atypique, sur les produits qui sortent un peu de l'ordinaire, mais aussi des produits comme on l'a dit, qui sont au naturel et qui ont du goût en fait, parce qu'aujourd'hui une simple carotte, ce que je pouvais expliquer à Monsieur Boulet, c'est que voilà, une simple carotte, on peut la transformer de mille manières et de l'utiliser à 100%. Et c'est nous aujourd'hui, en tant que chef, en tant que restaurateur, c'est ce qui nous fait un peu vibrer, dans le sens où ce simple produit, on va pouvoir en faire un milliard de choses, et surtout de le faire découvrir autrement, quoi. Je prends l'exemple de hier soir où un client à ma carte du céleri, et le client a le souvenir du céleri, on en parlait de la cantine, a le souvenir du céleri vraiment amer et plein d'eau, et quand il a goûté le céleri au restaurant, comme moi je passe très régulièrement en salle, il m'a un petit peu attrapé, il me fait vous, je vous aime pas, mais je vous aime bien quand même, parce que vous m'avez fait manger du céleri alors que je déteste ça, et merci, parce que j'ai redécouvert le vrai goût du céleri, et en plus je lui ai fait goûter de 3-4 manières différentes, et du coup il repart forcément plutôt satisfait et content de pouvoir remanger du céleri, et en partant il demande à madame de lui racheter du céleri. Donc voilà, c'est la petite anecdote d'hier soir, c'était assez drôle par rapport à la séance d'aujourd'hui. Peut-être parler un peu de nous, du restaurant. Donc oui, on est deux frères, Damiano et Sergio. Donc avec mon grand frère, on a lancé la première affaire en 2012 avec le Chemin des Peintres. Et lorsqu'on a commencé, on était aussi distributeur de La Ruche qui dit oui. Qui a fonctionné avec nous pendant 3 ans. Après, ça devenait compliqué parce que, comme l'a dit tout à l'heure Émilie, on a évolué, on a eu d'autres occupations, on a eu d'autres priorités entre guillemets, qui étaient de créer la société, de lancer le restaurant, et du coup on a été vite dépassé par la ruche qui dit oui, et du coup on a préféré arrêter, et puis l'affaire des Vallées avait repris le relais de distribution. Voilà, on a notre père qui était marchand de fruits et légumes pendant 20-25 ans sur les marchés, sur le Val d'Oise. On vient de Goussainville, nous, donc Goussainville, Gonesse, il distribuait sur Villiers-Belle et tout ça, et du coup dès ma jeunesse en fait j'ai découvert les produits de saison, et bien évidemment mon père était axé aussi sur les produits de saison, et comme vous pouvez le dire, il avait mis entre guillemets un concept qu'on retrouve un petit peu aujourd'hui à Intermarché, avec les produits pas beaux, et les produits qui sont pas tout droits et qui sont pas tout beaux, mais qui sont quand même consommables. Donc en fin de marché, il avait fait les paniers pas beaux, et puis mes grands frères eux faisaient la vente de la salade avec des petits slogans: manger de la salade, vous ne serez jamais malade, et tout partait en fait à la fin du marché, et il y avait zéro perte. Il utilisait les cagettes pour les clients, les sacs recyclés, voilà, toute sa démarche a été notre démarche part de là en fait, avec mon père et ma mère qui étaient sur ce mouvement-là déjà. Ensuite, voilà pour la petite présentation. Le rôle de la pandémie, les circuits courts. Donc ouais, comme a donné le pourcentage la dernière fois Christophe, avec le 58% des Français veulent privilégier le produit, et surtout bon pour la santé. Les mentalités ont évolué, parce que avec la pandémie, comme on a pu le dire tout à l'heure, oui, les gens veulent du local, veulent manger mieux, et ils ont un changement sur leurs achats, même si ça reste encore compliqué. Ils ont découvert encore une fois les commerces de proximité, et ils ont réduit un petit peu leur facilité de restauration avec les fast-food et tout ce qui est dans ce style-là.
Excusez-moi, Sergio. Ouais. Excusez-moi, Sergio. Ouais, ce chiffre-là est important parce que ce qu'il faut retenir, c'est pas tellement les 58%, ça fait plus d'un Français sur deux, ça c'est important, mais c'est que c'est en premier choix de réponse, c'est déjà 1 sur 3 qui veulent un produit de qualité avant tout, et donc un produit qui est bon pour la santé. Donc c'est aussi une autre définition, mais c'est surtout que c'est plus 8 points par rapport à 2019. Donc on est en véritable progression sur ça. Donc quand je parlais d'un mouvement tout à l'heure qui était un mouvement pendant la pandémie qui s'est accéléré, oui, mais c'est la base de fond qu'il faut retenir et qu'on doit retenir tous. C'est là-dessus qu'il faut axer notre communication. Du coup, oui, on peut passer à la slide suivante. Regardons une vision long terme, la solution efficiente. On a dû s'adapter. Un peu comme tout le monde avec le confinement. L'annonce des fermetures des restaurants, ça nous a mis forcément une grande claque et après avoir cogité pendant 2 jours, on va dire, on a rapidement pris la décision de se dire que il fallait trouver une solution pour rester debout, et du coup on s'est dit autant continuer notre savoir-faire, sauf que en le gardant au restaurant, on a décidé de lancer la vente à emporter, qui a très très bien fonctionné sur le restaurant. On a lancé ça, je veux dire, en une semaine, avec une offre du lundi au vendredi, où on a changé le menu tous les jours. Sur toute la longueur de la pandémie, donc que ce soit sur le premier et sur le deuxième confinement. Ça a été vraiment quelque chose de vital, entre guillemets, qui a été quelque chose de vital, entre guillemets, pour nous, parce que il a fallu sortir de nos retranchements. Il a fallu qu'on réponde à une offre, à une demande plutôt qui était nécessaire pour les clients, et ça nous a amené à nous repenser, mais aussi en faisant attention à ce qu'on mettait dans les assiettes, enfin dans nos barquettes, qui étaient elles aussi importantes, parce qu'il fallait qu'on pense à la présentation, il fallait qu'on pense aussi aux contenants, qui soient des contenants recyclables. Donc tout ça nous a demandé un investissement. Mais malgré tout, voilà, on a lancé ça a vraiment cartonné. Pour vous dire, voilà, la première semaine, on s'est dit, on va prévoir 10-15 portions, et puis fin de journée, on avait tout vendu, et le lendemain, on a augmenté au fur et à mesure, et on a terminé sur des services à plus de 100 repas par jour. Et tout ça à 3 ou 4 maximum à gérer tout ça. Donc ça a été vraiment top, et encore aujourd'hui les clients nous remercient de ce que l'on a proposé, parce que ça leur a donné un souffle durant ce confinement où tout était fermé, et nos clients s'amusaient plutôt à dresser leur table un peu comme au restaurant, et ils faisaient des photos sur les réseaux et tout ça, donc c'était assez drôle. Donc voilà. Sergio, si je peux me permettre, donc votre philosophie là, elle est inscrite sur l'écran. C'est voilà, le concept, c'est votre savoir-faire, le faire aller chez le client, aller le rencontrer, plutôt qu'ils viennent au restaurant et découvrir votre cuisine. C'est leur dire, on vous importe notre cuisine, on vous l'importe chez vous, et vous l'avez quand vous voulez. Donc c'était le concept de la vente à emporter. Ouais, c'est ça. Mais vous l'avez poussé un peu plus loin en disant, voilà, on vous traduit aussi notre savoir-faire, quoi. Donc, c'est ça, parce que vraiment tout ce qu'on faisait pour nos clients habitués de base était fidèle à ce qu'on proposait au restaurant, et les gens, du coup, les clients étaient contents de retrouver vraiment le restaurant, et comme je vois comme on l'a noté, le bilan sur ça, c'est que ils ont gardé le plaisir du restaurant, parce que à la réouverture des restaurants, j'ai eu tous les clients qui étaient fidèles, et qui sont revenus,
et surtout on a quand même fait une base de chiffre d'affaires, comme noté là, de 30% par rapport à ce qu'on proposait, enfin ce qu'on faisait d'habitude. Donc c'était vital pour nous. Très bien. Après, Demi avec les distributions. Alors ça, là, si je peux me permettre, Sergio, ça c'est un autre axe. Ouais. Le premier axe, c'était la vente à emporter. Là, c'est un autre axe de distribution que vous avez mis au sein de votre restaurant. Ouais. Voilà, d'accord, ok. Donc là, c'est en fait durant le confinement, il y a le directeur de la supérette d'Auvers qui est on s'est joint quasiment en même temps parce qu'on avait vu sur les réseaux des partenariats comme ça qui s'étaient créés avec entre restaurateurs et grandes distributions pour l'entraide en fait. Et il nous a appelés en nous proposant une vitrine directement dans le magasin pour mettre nos plats à disposition des clients. Et du coup, dès l'après-midi même, on déposait déjà nos barquettes en rayon. C'est pareil, ça a pris très très vite. Ça a pris très très vite. Les marges, les coûts pour lui pour nous étaient réduits parce que il a vraiment joué le jeu en optimisant vraiment sa commission dessus entre guillemets. Donc c'était vraiment vraiment top. Et donc là, voilà, encore une fois, on a dû réfléchir à un nouveau contenant, un système d'étiquette, d'être dans la position où on met la DLC, on met tous les allergènes, les tarifs, l'adresse du restaurant et tout ça. Et tout ça, c'est un nouveau travail pour nous parce que on n'a jamais fait tout ça. Donc il a fallu s'adapter, et évoluer et se transformer. Chose qu'on nous a beaucoup demandé pendant le confinement, notre cher gouvernement. Et franchement, je pense qu'on l'a bien fait. Et la demande était telle que des fois on arrivait avec nos caisses en fait dans les rayons et on n'avait même pas le temps de mettre en rayon que les clients venaient directement et prenaient, et la caisse était déjà vide avant qu'on mette en rayon. Donc il y a eu vraiment une très très grosse demande et à côté de ça, ça nous a créé un partenariat avec le magasin parce que forcément les gens étaient au rendez-vous, les clients étaient au rendez-vous et lorsqu'ils prenaient leur barquette, forcément, ils faisaient un tour dans les rayons, et puis ils repartaient avec un truc, deux trucs, trois trucs. Et du coup, il s'est rendu compte que le ticket moyen avait augmenté un petit peu grâce à nos barquettes. Et au niveau des tarifs, on est resté sur quelque chose de lisse, avec 5 euros l'entrée, 11 euros le plat et 5 euros le dessert. Et on n'a pas bougé ces tarifs-là, parce qu'on pensait que c'était la bonne stratégie. Et oui, ça a jamais choqué les clients d'avoir des barquettes. Et puis après, on est aussi très généreux, donc nos barquettes, entre guillemets, en valent le prix. Et du coup, de là, de cette distribution, on s'est dit pourquoi pas aller voir d'autres grandes distributions, d'autres magasins. Et du coup, on a, pendant le confinement, distribué dans 3 magasins, un à Auvers, un à Méry et un à Mériel. Et dans les 3, ça a vraiment cartonné. Après, ça s'est un petit peu essoufflé en sortie de confinement et aujourd'hui, maintenant, on travaille qu'avec la supérette d'Auvers dans le centre-ville et on a parfois eu l'idée de se dire peut-être arrêter, mais non, en fait, on a une telle demande qu'on peut pas arrêter. Le directeur nous a dit non, les gars, il faut pas arrêter, quoi. Donc si je vous rejoins, Sergio, par cette, on va dire, cette capacité de résilience, vous avez fait un autre métier que le métier de restaurateur. Vous êtes adapté, bien évidemment, à la législation, c'est une évidence. Et de plus, vous avez réussi, ça c'est pour répondre à Célina, de trouver le prix juste avec le professionnel qui vous a accompagné, on va dire ça comme ça. Et en fait, ça a été un rapport gagnant-gagnant qui vous a permis d'ouvrir une autre branche de votre restaurant et de vous faire connaître autrement. Et vous perdurez dans ce système-là et vous gardez cette même formule qui aujourd'hui fonctionne. D'accord, très bien. Et voilà. Et puis comme on peut le voir, le sortie de confinement, c'était vraiment la satisfaction et les remerciements des clients qui étaient importants et qui nous a fait chaud au cœur parce que on pensait pas avoir donné autant de plaisir aux clients parce que nous on était un peu gênés de réduire notre assiette habituelle à une barquette en fait où c'était peut-être un peu péjoratif pour notre cuisine
Et ça l'a été pour d'autres restaurateurs qui ont vraiment qui n'ont pas joué le jeu en fait et qui ont complètement arrêté leur activité pendant le confinement. Ça a joué des jeux à chacun, à certains parce qu'il y en a qui ont du mal à repartir, il y en a eu du mal à recréer le lien avec le client. On a découvert une nouvelle clientèle parce que on est sur Auvers, un petit village, mais tout le monde n'est jamais venu dans le restaurant. Et du coup, à travers ces barquettes-là, les clients ont découvert le restaurant. Et en sortie de confinement, on vous a découvert grâce aux barquettes que vous distribuez dans les magasins. Et on a tellement aimé que encore aujourd'hui, pour aller travailler, on passe au supermarché et on prend nos barquettes pour travailler et on fait des envieux au niveau de nos collègues parce que voilà. Et aujourd'hui, on vient vous voir au restaurant et on est très content de ce que vous proposez, quoi. D'activité, action, investir dans le, voilà. Et oui, on a dû investir aussi parce que on a mis en place une équipe de communication qui durant le confinement en fait ce sont des anciens clients, des clients qui sont devenus des amis très proches et du coup pendant le confinement ils ont repris toute notre com. Pareil pour solidarité, pour une question de solidarité, ils nous ont fait toute notre communication et ça a vraiment été payant et c'est grâce aussi à eux notre succès sur les magasins et sur la présence en tout cas sur les réseaux durant le confinement et du coup en sortie de confinement on a décidé de vraiment travailler avec eux sous forme de contrat et d'aller de l'avant avec eux et notre savoir-faire, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est fait savoir et aujourd'hui ça paye plutôt pas mal. Voilà, on est content de notre système. Et donc le circuit court pour vous, alors, c'est quoi? Alors le circuit court, en fait, pour nous, on a le circuit court à l'échelle de nos distributeurs et on a aussi on sent que le client est plus sensible au local, est plus sensible à l'origine du produit, au fait maison bien sûr, parce qu'aujourd'hui c'est obligatoire quoi, de proposer une cuisine fait 100% maison et en fait le fait d'acheter local, mais pour notre clientèle, parce qu'on a une grosse clientèle d'habitués et surtout des alentours, alors le fait d'acheter dans les alentours leur fait penser que on est dans les mêmes on est dans le même produit parce qu'on achète les produits au même endroit et ça leur permet de découvrir une autre manière de préparer comme les ateliers de cuisine tout à l'heure. Émilie, si je ne me trompe pas, parlait qu'elle faisait toutes ces animations de cuisine pour faire découvrir aux clients une autre manière de manger. Donc pour vous, le acheter local, c'est ce que vous avez mis, c'est un degré d'appartenance, quoi. Ouais, c'est-à-dire que ça soutenir aussi bien la collectivité, la ville et la région. Donc en fait, vous faites l'ambassadeur de tout ça. En tout cas, en toute modestie, oui, on essaye de représenter notre région, notre département et surtout on fait participer les clients parce que oui, on achète au même endroit et on leur fait comprendre que c'est important de faire vivre nos agriculteurs, nos artisans et voilà, c'est une vision de notre système aujourd'hui. Mais voilà, comme on peut le voir, nous, ce qu'on relève comme problématique, c'est comment adapter nos marges, on en parlait tout à l'heure, avec les petits producteurs qui sont souvent plus chers. Et nous, le souci, c'est que les petits producteurs ont du mal à s'adapter aux restaurateurs. On parlait tout à l'heure au début, on parlait des quantités, du rendement et tout ça. Et ce que j'ai relevé comme souci, en fait, c'est que moi, en tant que restaurateur, je suis bloqué entre le fournisseur d'un côté, mais aussi du client, parce que faut que j'achète au juste prix pour pouvoir gagner ma vie, entre guillemets. Et derrière, le client a du mal à s'adapter sur les prix. Et parfois, on ne comprend pas
que bah oui, on va augmenter d'un euro ou deux. Alors ils vont l'accepter aujourd'hui avec tout ce qu'on entend, avec toute l'augmentation qu'il y a liée à la guerre et tout ça, et ça ils peuvent l'entendre. Mais quand on leur dit que je vais prendre un exemple tout bête, hein, chose que c'est pas quelque chose que je fais forcément, mais si je leur propose une salade de carottes râpées que j'achète sur des carottes étrangères, où je peux lui proposer à 1 euro l'assiette, 1 euro l'entrée, derrière, si je lui dis que ça vient d'Aubert et que je lui propose à 2,50, bah ouais, le client comprend pas, donc moi je l'ai acheté plus cher, mais je dois le vendre quasiment au même prix, voire moins cher, quoi. Donc parfois c'est dur à faire accepter au client et c'est dur à faire accepter aux fournisseurs en lui disant mais voilà, je t'assure la quantité, je vais en prendre pas mal. Est-ce qu'on peut s'arranger? Est-ce qu'on peut s'entendre sur des prix? Et parfois, bah ouais, ça bloque d'un côté et puis c'est un manque de compréhension de l'autre côté, quoi. Et du coup, j'en viens à ce que je disais tout à l'heure. On a entre guillemets nous un circuit court mais interne, du fait qu'on ait 2 restaurants, du fait qu'on ait 2 magasins, un magasin à gérer. Je fais un circuit court, mais à travers mes restaurants où je vais pouvoir acheter un produit que je vais pouvoir transformer de 3, 4, 5 manières différentes dans les différents points de vente ou bien dans les différents menus que je propose. Des choses que, comme je pouvais le dire tout à l'heure, on a zéro perte sur nos produits parce que on est en perpétuelle réflexion à se dire ok, tel produit, on sait que dans tel moment il va être le meilleur, donc il va falloir qu'on transforme et qu'on le vende rapidement. Et donc du coup, on distribue et on équilibre en fait un peu partout dans chacun de nos points de vente, que ce soit sur les menus du jour, que ce soit à la carte, que ce soit au magasin, et on est vraiment sur une force d'achat aussi parce que on peut proposer différents points de vente pour nos clients et différentes propositions sur un même produit. Sergio, excusez-moi, je vous remercie pour la slide d'avant, exprimer justement l'achat pour plusieurs utilisations. Est-ce que vous pouvez nous donner un secret, parce qu'on veut toujours les secrets des chefs, vous pouvez nous donner un secret d'un produit qui serait très atypique et que vous avez pu reconditionner dans plusieurs choses? Pourriez nous donner un exemple? Je peux rester sur le céleri. Je peux rester sur le céleri où le céleri je l'ai fait en amuse-bouche au relais des peintres parce que j'ai retravaillé, j'ai revisité entre guillemets le céleri rémoulade où j'ai fait une crème de céleri légèrement moutardée que j'ai enrobée d'un beurre de cacao à la moutarde à l'ancienne. Et en fait au niveau de la dégustation on a vraiment l'impression d'avoir le céleri rémoulade, mais dans le visuel on est sur une toute petite sphère moutardée, et à côté j'ai fait un gel avec une réduction et une infusion de peau de céleri rôti. Voilà. Donc ça, en fait, vous avez utilisé la peau du céleri. Rien n'est acheté dans le céleri, quoi. J'ai rien acheté du céleri en fait. Et à côté de ça, avec ce même céleri, j'ai pu faire un célerito, j'ai appelé ça un célerito, mais voilà, on a taillé finement le céleri en petits dés et on a fait comme un risotto. On a fait une crème de céleri rôti. J'ai fait des bâtonnets de céleri au cranberry et café, une crème de céleri toute simple, une crème de céleri au curry. Voilà, on a vraiment sur un seul produit des possibilités infinies de transformation et de faire découvrir aux clients, comme je vous disais tout à l'heure, le céleri. Le client n'en mangeait plus parce qu'il avait le souvenir de la cantine, et au final il a vraiment découvert le goût du céleri et redécouvert le vrai goût, et il en était content, et je suis sûr que cette semaine il a fait acheter du céleri à sa femme pour qu'il puisse en manger à la maison, quoi. Donc en fait, slide suivante, c'est le zéro gaspille dans votre restaurant. Et vous m'aviez confié lors de notre entrevue, c'est ça qui m'avait marqué dans notre relation, c'est que vous aviez même racontez-nous peut-être l'anecdote, jusqu'aux autres poulets, qu'est-ce que vous en faites? En fait, tous les légumes, toutes les épluchures de légumes, si je
les transforme pas, je vais m'en servir pour faire un bouillon de légumes. Tous mes os de viande vont me servir pour faire mes bases de sauce. Mes arêtes de poisson vont me servir pour faire mes fumées. La peau de poisson, je vais la faire sécher et puis je vais la mixer pour en faire une poudre iodée, une poudre de poisson. Même mes épluchures de légumes sur la carotte, je vais les faire sécher, je vais les mixer et je vais les insérer dans des sauces, dans des préparations, dans des crumbles, ou bien même juste parsemer sur l'assiette. Et c'est une autre manière pour le client de déguster le produit. Mais après voilà, il y a rien de magique, il y a rien de tout ça. C'est juste que on cherche vraiment à pousser le produit à son maximum. Et ce qui est cool, c'est que toute l'équipe est dans la même dynamique et on travaille tous dans le même sens pour justement, on peut le voir, réduire la consommation d'énergie. Je reprends un peu la tête. Excusez-moi Sergio, vous parliez de votre équipe, donc toute votre équipe est motivée. Est-ce que ça va même jusque dans le recrutement que vous faites aujourd'hui? C'est un aspect sensible pour vous? C'est complètement un aspect sensible parce que, alors je le détourne dans le sens où je fais appel à leur créativité. Comme on a pu en parler et comme j'ai pu le mettre en action aussi dernièrement sur mes différents recrutements, parce qu'on a eu beaucoup de difficultés à recruter ces derniers mois et du coup on a vraiment mis en avant le côté valeur en fait de nos futurs collaborateurs. Et on a dépassé un peu le fait des compétences, parce que des compétences, c'est ce qu'on disait avec Christophe, c'est que ça s'apprend, ça s'améliore, ça s'évolue. Mais les valeurs, c'est quelque chose qui est ancré en nous. Pendant les entretiens, c'est quelque chose que je mets en avant sur la façon d'être, sur la consommation, sur la créativité. Et je leur pose des questions simples. Voilà, avec une carotte, qu'est-ce que tu peux me faire? Et s'ils sont capables de me donner 2-3 recettes, mais aussi de voir le plus loin en fait de la carotte, c'est quelqu'un sur qui je peux compter derrière, quoi. Voilà. Et puis voilà, tous les jours, on fait attention à notre consommation d'énergie, surtout aujourd'hui. Après, je vais revenir dans mon rôle d'entrepreneur et puis faire attention à nos dépenses en réduisant les énergies, en lumière qui s'éteint, c'est pas compliqué. On a mis en place des systèmes de capteurs qui permettent d'éteindre la lumière tout seul. Le gaz, quand je passe derrière eux, je suis toujours en train de baisser le gaz. C'est que des petits points de détail, mais qui sont importants. Comme on disait tout à l'heure, c'est un peu l'esprit de la fourmi, où plein de petites actions permettent d'en faire une belle, quoi. Le tri des déchets. Avant Covid, on en parlait la dernière fois avec Christophe, avant Covid, on voulait intégrer la société Moulineau. Moulineau qui est une collecte de déchets qui fait du compostage et qui utilise le lombric si je me trompe pas. Comment? Oui, c'est ça. Ouais, ça. En fait, l'histoire de Molino, si je peux intervenir, Sergio, oui. C'est que l'histoire de Molino, on les avait reçus dans une masterclass en fin décembre sur les biodéchets. Elle est partie on est à peu près de la même génération, voire un peu plus. Et en fait, c'est l'histoire de Coluche dans le Schmidblick, le ver de terre de chez Molino, et le ver de terre, via les biodéchets, recrée une dynamique et permet une reconcentration de ces déchets en compost. Et donc c'est une société aujourd'hui qui performe et qui se rapproche beaucoup des restaurants et qui en 10 ans de temps, ça a démarré d'un restaurateur. Ouais, c'est ça, c'est des restaurateurs qui ont créé ça pour des restaurateurs, donc qui nous comprennent et qui sont conscients de tout ça en fait. Et du coup là c'est après la reprise tout ça, c'était prévu que je les recontacte et c'est chose que je vais faire parce qu'en plus de ça j'ai donc sur Auvers un fournisseur de petits récoltants en fait qui s'occupe de toutes mes petites pousses que je mets sur les assiettes, toutes mes fleurs aussi, qui est situé juste là au pied de l'église d'Auvers et du coup en lui parlant de ça il m'a proposé de mettre en place un espace justement pour le compostage et on est parti de Molino et du coup on va mettre en place
pour un tiers de mes déchets, entre guillemets, et les 2 tiers seront pour Moulineau. Avec un tiers à lui, on va mettre en place donc un compostage au niveau des lombriques aussi, pour transformer tout ce qui est matière végétale. Et du coup, lui est en train de se renseigner pour toute transformation aussi de matière animale. Et c'est une technique japonaise qui s'appelle le bichotan. Et du coup, il est en train de s'informer, de mettre en place un espace aussi pour transformer tous mes poissons, tous mes arêtes de poissons, mes viandes et tout ça, tous les déchets que je peux récupérer sur les viandes, pour le transformer aussi en fumier, entre guillemets, quoi. Donc j'ai parlé de l'entièreté des produits, et pour finir, voilà, les fournisseurs aujourd'hui, je leur demande de réduire complètement leur carton, leur plastique, et comme je l'ai dit, je me suis déjà vu refuser une fois une commande parce qu'il y avait pour un article un carton énorme, et voilà, si monsieur voulait pas récupérer le carton, j'acceptais pas la commande, quoi. Et aujourd'hui, je pense que c'est une dynamique plus qu'importante. Et voilà, nous en tant que restaurateurs, on commence vraiment il y en a beaucoup qui sont dans cette dynamique, et c'est hyper important, quoi. Et voilà. Et pour finir, notre ambition avec l'équipe et le restaurant, ce serait de pouvoir obtenir la célèbre nouvelle étoile verte d'un guide assez connu, et ça serait vraiment une satisfaction pour nous, parce que c'est du travail de tous les jours, et voilà, on travaille en petite quantité pour l'instant avec la ferme des Tournelles à Auvers, et depuis peu ils ont reçu un label, labellisé HVE, donc haute valeur environnementale. Et alors c'est pas du bio, c'est pas, voilà, mais ils sont en agriculture raisonnée, et ils font attention à leurs produits et à la nature. Donc c'est un peu dans notre dynamique, donc c'est parfait. D'accord, donc ça veut dire qu'aujourd'hui la restauration telle que vous la faites et comment vous l'avez envisagée avec va être reconnue via un label. Donc, ouais, c'est ça. Il va y avoir une distinction maintenant, donc ça va rentrer vraiment dans les mœurs. Donc là, c'est aussi une manière de faire de la pédagogie. Ouais, complètement, et puis de faire comprendre aux clients que notre démarche est vraiment fondée, que notre démarche est importante, et c'est pas pour autant que je vais exploser sur mes prix, parce que ça reste qu'un label, entre guillemets, mais voilà, les gens vont pouvoir comprendre que tout investissement est obligatoire, et que ça ne touche pas forcément que le restaurant, mais qu'à côté de ça, ça engendre ça va peut-être engendrer certains postes, et puis ça va surtout mettre en valeur notre produit, l'agriculteur, son cercle de réseau, et la satisfaction finale, ce sera pour le client. Donc c'est ce qui importe aujourd'hui, quoi. Très bien. Avez-vous des questions dans notre auditoire qui est très sérieux et qui a suivi tout ça? Est-ce que, Émilie, vous avez peut-être une question pour notre ami Sergio? Oui et non, mais si j'ai bien compris, ton papa travaille toujours? Non, il travaille plus. C'était dans les années 80, enfin dans les années 70-80. D'accord. Mais quand tu as dit 2 restaurants et un magasin? Oui. Il est où le magasin? Moi, je distribue mes barquettes, en fait, dans le... Ah oui, d'accord. Non, c'est mes barquettes que je distribue. C'est ça, ok. Donc, c'est un système de distribution via le magasin à côté, là. Ouais, c'est ça. Ok, non, il faut qu'on travaille ensemble, Sergio. Bah oui, avec plaisir. Je vends mon bon céleri ailleurs. Avec plaisir, mais ouais, je pense qu'il faudrait qu'on se contacte pour... Ouais, il n'y a pas de souci. Pour pouvoir Non, mais je pense que tout ce que j'ai pu dire au moment où ce qu'a dit Sergio, c'est-à-dire qu'à un moment on se retrouve sur des points communs, il faut qu'on travaille beaucoup plus ensemble, oui. Parce que je pense que même moi, le problème c'est d'aller chercher, si on veut manger local, très clairement les agriculteurs locaux ne vous livrent pas. Ouais. Donc moi je fais le job d'aller chercher pour moi, pour les magasins. Moi je peux aller chercher pour Sergio, pour d'autres
d'autres clients avec qui je travaille déjà. Et donc, je pense qu'on peut trouver un arrangement. Voilà. Ouais, bah oui. Plus on aura du volume tous ensemble, plus à un moment, eux, ils seront contents et plus on arrivera à négocier et tout le monde sera heureux. Parce que oui, c'est bien beau voilà, j'en connais qui mettent un peu de photos et qui font des vidéos et qui prennent leur panier et qui vont acheter au marché ou bien qui vont acheter à l'agriculteur du coin. Mais je sais très bien que tous les jours, c'est pas possible de faire ça, quoi, parce qu'on n'a pas le temps, malheureusement. D'aller tous les jours avec notre panier, faire nos courses, on n'a pas le temps. Et, je le fais pour toi, si tu veux. Voilà, c'était le but de cette masterclass, c'est de montrer aussi que voilà, chacun a pris a plus ou moins de l'ambition et resté humble, mais chacun fait des tâches dans son coin, on va dire ça comme ça, et l'intérêt c'est de faire ensemble. Et donc il y a il y a un vrai cercle vertueux à créer, puisque tout ça est nouveau aussi. Donc on est dans des balbutiements, on est dans des choses nouvelles, donc c'est pas forcément une évidence, quoi. Mais en plus, si on a un réseau, on va dire, de professionnels qui gravitent autour des agriculteurs du Val d'Oise, les agriculteurs, on va leur assurer un minimum de culture et qui fait que derrière la vente à la ferme va aussi se répercuter avec des prix pour les clients des fermes. Donc on est tous gagnants. Après, il faut faire changer l'état d'esprit. On n'est pas concurrents, on est complémentaires et voilà, on peut pas. Moi, je peux pas tout faire, je peux pas parcourir. J'ai qu'un petit camion, donc voilà. Mais voilà, il y a des choses à faire de toute façon. Ouais, c'est sûr. Exactement. Même pour Selena. Si on reprend Selena, je suis sûre qu'on va trouver, si on prend l'exemple de la confiture, on va trouver des liens pour pouvoir commander ensemble. Et donc forcément, on aura d'autres grilles. Pardon, je cherchais le micro. Oui, il faut qu'on discute, Émilie. Voilà, il y a d'autres choses comme ça. Oui, tout à fait. Et justement, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres échanges, pour conclure ces deux interventions. Pardon ? J'avais une toute dernière question, si je peux me permettre. Pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, déjà un grand merci Sergio pour la présentation et pour l'histoire. On est amené à travailler régulièrement ensemble. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que tu attends également d'un partenaire comme Métro sur ce sujet-là du circuit court. Qu'est-ce qu'on peut t'apporter à toi, restaurateur? Comme l'a dit Émilie, c'est peut-être de les mettre un peu plus en avant, parce qu'on est nombreux à vouloir jouer le jeu et on aura l'occasion d'en discuter. Et je suis sûr qu'on a des collègues restaurateurs qui sont prêts à jouer le jeu et à les mettre en avant. Tu parlais tout à l'heure d'échantillonnage. Moi, dans les rayons, on m'en a jamais parlé, donc c'est un peu dommage. Mais oui, moi je suis prêt. Je suis prêt à aider Métro, enfin peut-être pas aider Métro parce qu'à mon échelle je suis qu'un tout petit grain de sable et je peux pas faire grand chose, mais en tout cas quoique peut-être un grain de sable dans le rouage des fois ça fait transformer les choses, mais oui, je suis prêt moi à faire des présentations, je suis prêt à mettre en avant les produits sur des événements, je suis prêt à les mettre en avant au restaurant bien évidemment, et voilà, mais après ça c'est quelque chose que je peux pas faire tout seul et j'ai besoin de vous aussi pour les mettre en avant, quoi. Ok, merci, le point est noté et je reviens vers toi. Moi je propose c'est qu'on se voit tous chez Sergio. C'est pas facile à dire ça. On se voit tous chez Sergio et on voit comment on peut faire déjà pour travailler ensemble ici, des solutions. Pour déjeuner, par exemple, ce serait pas mal. Mais c'est ça, c'était ça, il fallait comprendre. C'était le message subliminal. Et justement, pour conclure sur ces belles paroles et sur cette association qui est en train de se créer, voilà, c'était le but de cette masterclass. Justement, je vais conclure ces deux présentations sur deux chiffres qui sont quand même importants que je voulais vous partager. Qui sont tirés de la société Kantar, qu'on a pris en référence. Vous voyez qu'aujourd'hui, diversifier son mode de vente, comment ça s'exprime? Il y a encore dans les achats en produits en circuit court qui se font en point de vente physique, c'est quand même 82%. Donc vous voyez que chacun a intérêt à parler chez lui de ses circuits courts. Vous voyez, vous êtes 3 modes ou 4 modes autour
des gens qui sont exprimés de distribution différente de produits, ben, en tout état de cause, l'avenir physique a encore de la marge. Hein. Donc, ce sont des produits, on aime bien toucher, on aime bien regarder, on aime bien sentir. Enfin, ça fait appel aux 5 sens. Donc, faut pas oublier cette notion-là, des 5 sens. Ouais. Et puis, vous voyez, les achats en ligne en région Île-de-France, qui seront avec la livraison à domicile, c'est 26%. Donc, vous voyez, 82, 26. Donc, effectivement, il y a peut-être de la livraison et un service à assurer en dehors du produit que l'on vend, mais le déplacement est quand même important. Voilà. Des réactions peut-être sur ces chiffres? Non. Ils sont... on se rend compte que malgré Amazon, malgré tout ça, malgré les points de distribution Internet et tout ça, on voit qu'il y a encore le lien social qui est présent et c'est ce qu'il faut, voilà. C'est ce qu'il faut. Les gens veulent se voir encore, quoi. Voilà, et c'est surtout ce qu'il faut garder, même si là on fait une présentation virtuelle. Donc pour conclure cette masterclass, je voulais vous présenter 2 choses des produits de la chambre. Sachez aussi qu'il existe via la région Île-de-France une appli Mes produits locaux. Voilà, on l'a positionné là. Ça permet aussi d'avoir d'autres fournisseurs, d'autres choses, de se mettre aussi en ligne et de se faire connaître. Voilà. Et puis la chambre de commerce cette année est partenaire aussi de quelque chose qui est quand même important, puisque c'est l'année de la gastronomie. Donc pour les entreprises et les restaurateurs, c'est de dévoiler ses projets sur cette année. Alors c'est fait par trimestre, c'est fait par saison. Et donc là on approche de l'été, donc il y a un appel à candidature qui est faite. Et donc cet appel à candidature est aussi, comment dirais-je, sponsorisé par la région. Et donc si le dossier est retenu, pour le partage du vivre ensemble et de comment apporter de la gastronomie dans l'assiette de tout le monde. Si le projet est retenu, ça peut aller jusqu'à un effort de la région jusqu'à 50 000 euros de participation financière. Donc voilà, sachez-le, ça existe. On vous a laissé le contact, c'est Olivier Denisard qui s'occupe de ça au niveau de la chambre. Donc n'hésitez pas à le contacter. De toute façon, vous aurez les slides en fin de on vous les enverra, donc vous pourrez avoir tous les contacts nécessaires pour déposer votre candidature. Et puis dernière question que j'allais vous poser, c'est si vous avez moyen de répondre dans le chat, quels seraient les sujets qui pourraient vous intéresser dans les prochaines masterclass. Est-ce que c'est la solidarité, le recyclage, l'emploi, l'hydrogène, l'économie d'énergie, le bilan carbone, les certifications, les RSE. Voilà, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. En tout cas, on essaye d'aborder pendant ces masterclass tous ces sujets-là. Je vais vous remercier. Si vous n'avez pas de questions particulières, je vais vous remercier tous pour cette masterclass riche. Sachez qu'elle a été enregistrée, donc si vous en avez le besoin, la nécessité, c'est un outil, donc vous pouvez vous en servir. Vous pouvez relire ou revoir ce que l'on a enregistré. Donc, merci aux gens qui ont été autour de la table et qui ont participé activement. Merci surtout à Émilie pour sa présentation et merci également à Sergio pour le travail assidu qu'ils ont fait tous les deux, parce que ça a l'air de rien, mais faire une présentation comme ça, c'est pas forcément un exercice facile. Il a pris beaucoup de temps. Voilà, ça a pris du temps. Ça a pris du temps, donc je sais que votre temps est compté en tant que commerçant, donc vous avez joué le jeu, c'est très bien. En tout état de cause, parlez-en autour de vous. Ce que je peux retenir de cette masterclass, c'est que effectivement, à nous de jouer les petites fourmis. Il faut qu'on associe tout ce concept à ce que justement a osé faire Émilie. Voilà, elle a mis un gros coup de serpe dans cette jungle. Donc c'est la femme précurseur de ce genre d'initiative. Donc bravo. Donc il faut qu'on vous suive dans cet élan. Il faut qu'on arrive à créer ce cercle vertueux, continuer à échanger. Et puis essayer de valoriser justement tous les métiers qui sont autour de ça. Et je ne manquerai pas, parce que vous êtes tous des chefs d'entreprise,
de aussi vous différencier sur comment embaucher, parce que tout le monde cherche à embaucher. Et là, vous avez une bonne manière de vous différencier en embauchant différemment. Comme vous nous avez donné un bon exemple tout à l'heure, Serge Pastoressa. C'était pour moi le mot de la fin, mais si quelqu'un veut conclure ou si quelqu'un a quelque chose à rajouter, n'hésitez pas. Pour ma part, un grand merci parce que c'était vachement valorisant et c'était riche et puis comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un exercice qui nous sort un petit peu de notre train-train habituel de cuisine et d'entrepreneuriat, mais aussi de rôle commercial en fait. Et donc merci pour cet exercice, c'était cool. Merci à ceux qui ont répondu. Merci à tous. Je vous souhaite merci à la CCI d'organiser ce type de masterclass. C'était très enrichissant. Merci. Parlez-en autour de vous. C'est ce qu'on vous demande. Voilà, ce que je vous demande en retour, c'est de vous en parler autour de vous, parce que plus on en parlera, plus on arrivera à faire des choses. Non, ok, ça marche. J'y manquerai pas et un grand merci pour faire original. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Bye bye. Au revoir. Merci, bonne journée.